Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour un premier chapitre d'histoire de troisième, civil et militaire dans la Première Guerre mondiale. En août 1914, les grandes puissances européennes entrent en guerre. États et populations sont entraînés dans une guerre mondiale d'un type nouveau. Comment les civils et les militaires sont-ils touchés par les violences de la Première Guerre mondiale? Grand 1, un conflit sans précédent. A, une guerre mondiale. À la fin du XIXe siècle, l'Europe paraît dominer le monde. Les grandes puissances rivalisent entre elles. À la fois concurrentes et partenaires dans les domaines économiques et dans la course aux colonies, elles s'organisent et forment des alliances diplomatiques et militaires défensives. La Triple Alliance, réunit en 1914 l'Empire allemand, fondé autour de la Prusse en 1871, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Italie. La Triple Entente concerne, elle, la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Ces deux systèmes d'alliances rivaux, renforcés par la construction de nationalismes puissants et antagonistes, plongent le continent dans une guerre qui deviendra mondiale. Le 28 juin 1914, l'archiduc héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, est assassiné par un nationaliste serbe de Bosnie à Sarajevo. Les nationalistes veulent unifier les Slaves autour de la Serbie, déjà indépendante et protégée par la Russie. Par le jeu des alliances, c'est cet attentat qui déclenche le conflit. Les puissances européennes mobilisent et entrent en guerre dans les premiers jours d'août 1914. Avec la participation des colonies qui fournissent troupes, main-d'œuvre et matières premières, et l'entrée de nouveaux belligérants comme le Japon dès 1914 ou les États-Unis en 1917, le conflit s'élargit et devient mondial. Il mobilise près de 70 millions de combattants. B. L'enfer des combats. À l'ouest, l'offensive allemande est stoppée à 40 km de Paris. Les généraux Joffre et Gallieni réquisitionnent les taxis parisiens pour lancer une contre-offensive. Cette première bataille de la Marne, en septembre 1914, met fin au plan Schlieffen, qui prévoyait l'invasion rapide de la France en passant par la Belgique. À l'est, les troupes russes subissent une lourde défaite à Tannenberg le 30 août 1914. Après l'échec des offensives de 1914, le front se stabilise. Les belligérants s'enlisent et la courte guerre de mouvement laisse place à une guerre de position qui dure 4 ans. Elle est marquée par des offensives violentes et meurtrières comme celle de Verdun, de février à décembre 1916, qui fait 70 000 victimes, dont plus de 300 000 morts, ou la bataille de la Somme, lancée en juillet 1916, qui fait près d'1 million de victimes, dont 400 000 morts. Les combats sont d'une extrême violence. Au corps à corps dans les tranchées s'ajoute l'effroi devant cette guerre nouvelle, moderne et technique dans laquelle l'artillerie lourde décime les unités adverses. De nouvelles armes très destructrices comme les obus, les grenades et les chars d'assaut sont utilisées dans cette guerre industrielle. En 1915, ce sont même les débuts des armes chimiques avec l'hypérite, surnommé le gaz moutarde, et l'aviation mais aussi les sous-marins se perfectionnent. Les soldats vivent, combattent et meurent dans les tranchées. Ce sont des fossés creusés dans la terre qui offrent des abris fragiles aux poilus et où les conditions de vie sont précaires. Les hommes sont exposés aux intempéries, le froid, la pluie, la boue et vivent au milieu des rats et des cadavres abandonnés sur le No Man's Land. La peur de la mort, les blessures et les traumatismes causés par les violences des combats, ainsi que l'éloignement de leur famille, sont la cause de nombreuses souffrances physiques et psychologiques parmi les soldats. L'extrême violence des assauts et l'échec des offensives conduisent certains soldats à se mutiner. C'est le cas en particulier des mutineries dans l'armée française de mai à juillet 1917, à la suite de l'échec de l'offensive du Chemin des Dames. Le général Nivelle est alors remplacé par le général Pétain, qui fait fusiller une trentaine de mutins. L'armée n'accepte aucune désobéissance. Il accorde aussi des permissions aux poilus et interrompt les offensives meurtrières. Grand 2, des sociétés en guerre. La Première Guerre mondiale mobilise l'ensemble des sociétés des pays belligérants, à l'arrière comme au front. L'implication des civils pour remporter la victoire fait de ce conflit une guerre totale. Mais si les civils participent à l'effort de guerre, ils en subissent aussi les violences. Grand A, des civils dans la guerre. À l'arrière, une économie de guerre se met en place. Les civils s'impliquent pour la victoire. Les industries se reconvertissent dans la fabrication du matériel militaire. Les populations des colonies sont mobilisées, de même que les femmes, qui remplacent les hommes partis au front, dans les champs et dans les usines. Les munitionnettes sont par exemple ces femmes qui travaillent dans les usines d'armement pour produire les obus et autres munitions. Pour financer l'effort de guerre, les États ont recours à l'emprunt national. Les sociétés sont entièrement mobilisées. L'économie, la science, l'industrie et la culture sont sollicitées.
L'effort de guerre est encouragé par la propagande et le bourrage de crâne. La censure du courrier et de la presse a pour but de veiller au moral des civils comme à celui des militaires. Ainsi, tous les civils sont impliqués pour la victoire et sont des acteurs de cette guerre totale. B. Les civils victimes des violences de guerre. Les bombardements des villes terrifient la population et occasionnent d'importantes destructions. Les territoires de la Belgique et du nord-est de la France sont particulièrement touchés. Certains villages disparaissent de la carte. Les civils souffrent du conflit. Ils sont confrontés à la mort des proches, mobilisés, mais aussi au manque de nourriture. L'arrière est rationné. Ils sont aussi victimes de violences et de crimes de guerre, en particulier dans les régions occupées. Le génocide des Arméniens, qui vivent dans l'Empire ottoman, est une nouvelle forme de violence faite aux civils. L'Empire ottoman est une vaste mosaïque de peuples et de cultures. En 1914, la minorité arménienne compte plus de 2 millions d'habitants de confession chrétienne. Ils vivent surtout dans la partie orientale de l'Empire, où la population est majoritairement musulmane. Depuis la fin du XIXe siècle et l'accélération de son déclin, l'Empire est marqué par des tensions au sein de l'État et l'accession au pouvoir des nationalistes du Parti jeune turc. Au début du conflit, il s'engage aux côtés des empires centraux. À la suite de la défaite de Sarıkamış contre les Russes en janvier 1915, les nationalistes turcs se retournent contre la minorité arménienne et l'accusent d'être des ennemis de l'intérieur, alliés des Russes. Le gouvernement ottoman organise alors leur génocide. Présentée comme le déplacement de la minorité arménienne, la déportation masque une opération d'anéantissement des Arméniens de l'Empire. D'avril 1915 à l'été 1916, 1,2 à 1,5 million des 2 millions d'Arméniens qui vivaient dans l'Empire sont assassinés. Grand 3, la fin de la guerre en Europe. En 1917, la Russie est secouée par la Révolution et se désengage du conflit. Les bolcheviks signent une paix avec l'Allemagne en mars 1918. L'Allemagne reprend alors l'avantage, mais grâce à l'aide des États-Unis et à l'usage des chars et des avions, l'Entente remporte la victoire. L'armistice est signé avec l'Allemagne à Rotonde le 11 novembre 1918. Grand A, l'effroyable bilan de la guerre. Les pertes humaines et le bilan matériel de la guerre sont très lourds. La guerre compte 10 millions de morts et de disparus, 21 millions de blessés et de mutilés, les gueules cassées. La guerre laisse aussi 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les conséquences sont durables pour les sociétés qui connaissent le deuil. Il leur faudra aussi plusieurs années pour reconstruire les lieux dévastés par les combats. Les soldats revenus des tranchées sont marqués à vie. Le peintre allemand Otto Dix, lui-même ancien combattant, peint ce difficile retour à la vie et les conséquences de la guerre dans ses tableaux, comme la rue de Prague, à Dresde, ou les joueurs de skat. Le deuil est intime et individuel, mais il est aussi collectif. L'ampleur des pertes et le difficile rapatriement des corps poussent les municipalités à ériger des monuments aux morts pour permettre aux familles de faire leur deuil. Témoins du traumatisme psychologique et du deuil de masse, ils rappellent le sacrifice sans précédent des combattants. Le 11 novembre deviendra une journée de commémoration. À partir de 1920, c'est l'occasion de rendre hommage à un soldat inconnu mort sur le champ d'honneur, enterré sur l'Arc de Triomphe. Il est le représentant anonyme de tous les poilus. À partir de l'année suivante, la cérémonie permettra aussi de raviver la flamme du souvenir. Parallèlement à ces temps de commémoration, la volonté de ne plus revivre les souffrances de la guerre entraîne le développement du pacifisme. B. Les bouleversements politiques de l'Europe. L'Europe connaît aussi à la suite de cette guerre, qui marque véritablement l'entrée dans le XXe siècle, des bouleversements politiques considérables. Les difficultés militaires et les souffrances des civils en Russie ont entraîné dès 1917 une montée de la contestation contre le pouvoir impérial et deux révolutions successives. En février 1917, les manifestations aboutissent à l'abdication du tsar Nicolas II. Le contexte révolutionnaire et la poursuite de la guerre permettent quelques mois plus tard, en octobre 1917, la conquête du pouvoir par les bolcheviks, conduits par Lénine. Après avoir signé une paix séparée avec l'Allemagne, les bolcheviks s'engagent dans une guerre civile pour établir un régime communiste, le régime soviétique, que nous étudierons plus tard, et qui prendra le nom en 1922 du RSS. Les alliés de l'Entente, vainqueurs de l'Allemagne, signent les 4 traités de paix issus de la Conférence de la paix de Paris en 1919 pour régler le sort des vaincus. Le traité de Versailles concerne l'Allemagne, les autres, ses alliés comme l'Autriche, la Hongrie ou l'Empire ottoman. Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919. Le dirigeant français, Georges Clemenceau, parvient à imposer à l'Allemagne un véritable diktat qui sera très vite contesté par les nationalistes allemands. Elle est déclarée responsable, voit son armée réduite,
perd des territoires dont ses colonies et doit payer d'importantes réparations pour les dommages causés par la guerre. Les traités réorganisent la carte de l'Europe qui est redessinée. Les empires centraux disparaissent au profit de nouveaux États, comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie, conformément au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sur la proposition du président américain Woodrow Wilson, la Société des Nations, SDN, est créée pour maintenir la paix mondiale. Pour conclure, une Europe redessinée et fragilisée. La Grande Guerre a profondément bouleversé et traumatisé les sociétés européennes confrontées à la violence de masse. La paix signée en 1919 a redessiné la carte de l'Europe et a répondu à certaines aspirations nationales. Mais nombreux sont les déçus ou même les humiliés. La paix paraît déjà bien fragile. C'est terminé pour ce premier chapitre d'histoire. Je vous remercie et à très bientôt en classe. Created using Powtoon.